Donc, en fait, les sciences de la gestion, ce sont des sciences appliquées. Donc, c'est un domaine dans lequel on doit quand même mettre en pratique les concepts qu'on apprend en vue d'être performant sur le marché du travail. Quand on cherche à mettre ça en pratique en contexte universitaire, on va chercher des méthodes actives, dont la méthode des cas fait partie. Par contre, dans la méthode des cas, pour que ce soit bon, une discussion de cas ou un cas, on va retrouver dans la situation des personnages auxquels les personnes étudiantes vont pouvoir s'identifier. Ces personnes-là sont mises devant des doutes, voire des dilemmes. Ça va parfois donner lieu à des conflits. Donc, les personnes étudiantes vont devoir apprendre à découdre de ces situations-là en combinant la situation professionnelle, les concepts qu'ils sont en train d'apprendre, mais aussi la composante humaine qui est rarement exploitée en contexte universitaire. Parce que souvent, en contexte universitaire, on va laisser le caractère plus émotif de côté, mais dans une situation de cas, le personnage du cas va se faire proposer un mandat et il va être mis devant des contradictions. Le client va lui dire le contraire. Son collègue va lui dire, ben non, tu ne peux pas faire ça comme le client le demande pour telle raison. Et là, les étudiants sont mis devant des dilemmes avec lesquels ils devront débattre. Puis souvent, dans une discussion de cas, on va amener les personnes étudiantes à identifier la source de leur réponse. Donc, autrement dit, sur quoi tu te bases pour dire ça? Est-ce que c'est sur une norme, une règle? Est-ce que c'est des valeurs personnelles? Donc, les personnes étudiantes vont apprendre que dans la vie, il y a non seulement des concepts qui s'incarnent dans des situations professionnelles, mais ils s'incarnent dans d'autres personnes qui ont elles-mêmes des agendas et qui poursuivent des trajectoires qui sont différentes. Donc, une bonne discussion de cas, ça va amener aussi ces éléments-là. Donc, on va mettre les étudiants en situation de doute, de dilemme, voire pas en situation de conflit entre eux, mais on va les mettre devant leurs contradictions. Alors, le contexte, donc, la source de cette recherche, c'est que j'accompagnais ici à HEC en tant que conseillère pédagogique des nouveaux professeurs qui voulaient poursuivre la trajectoire de HEC en me disant, ben moi aussi, je veux en faire de la méthode des cas, mais dès que je me mets à animer un cas, rapidement, dès que j'ai lancé la première question, je ne sais pas comment attraper les réponses. Je ne sais pas quoi faire avec les réponses que les étudiants me disent. Donc, je me suis dit peut-être que ce n'est pas si simple que ça. Alors, donc, j'ai décidé éventuellement d'en faire l'objet d'un doctorat parce que j'ai découvert, même dans les écrits de Christensen, que c'était l'une des facettes les plus difficiles dans l'enseignement, de discuter avec un groupe, puis la discussion de cas est d'autant plus difficile. Quand on consulte la littérature sur l'animation d'un cas, ce qu'on va trouver, c'est une série de stratégies qu'il est important de mettre en place quand on discute un cas puis qu'on veut que ça se passe bien. Cependant, ce qui nous manque là-dedans, c'est comment les personnes qui animent un cas font face aux difficultés qui vont se présenter. Comme le professeur qui est venu me voir puis qui me dit « je ne sais pas comment rattraper les balles une fois qu'elles sont lancées ». Donc, on ne va pas trouver comment les profs font face aux difficultés dans la littérature. Donc, ma question de recherche était la suivante. Je cherchais à comprendre comment une personne qui discute un cas pilote cette activité-là. Donc, j'ai fait une analyse de l'activité. La méthodologie consistait en une étude de cas multiples. Donc, j'ai suivi 5 professeurs de HEC Montréal qui avaient entre 3 et 35 ans d'expérience en animation de cas au moment de la recherche. Chacune des personnes a été filmée 2 fois et après chaque prise de vidéo, le lendemain, on faisait ce qu'on appelle une autoconfrontation, c'est-à-dire que je mettais la personne enseignante devant la vidéo et je lui posais grosso modo 2 grandes questions. Qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites? Donc, ça permettait d'avoir accès à la partie visible qui va se retrouver dans les manuels de discussion de cas. Donc, questionner, reformuler, se rapprocher d'un étudiant, etc. Mais on avait aussi accès à qu'est-ce que la personne souhaitait faire en posant ce geste-là. Donc, dans la thèse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reconstitué les cas, les 5 cas autour des questions de recherche. Le premier grand résultat, en fait, c'est que les moyens, soit la partie visible de l'animation d'un cas, chacun des moyens est accompagné d'une finalité. Donc, quand une personne effectue un geste, elle a une finalité dans sa pensée.
Donc, les grands résultats vont donner accès aux finalités qui accompagnent les moyens, ce que les autres manuels ne font pas. Ensuite de ça, ce qui augmente la complexité de la discussion de cas, c'est qu'un même moyen peut servir à plusieurs finalités différentes selon le moment où le moyen est mobilisé. Comme par exemple, questionner. Évidemment, ça sert à permettre aux étudiants d'établir des relations entre la théorie et la pratique, mais ça sert aussi à certains moments à démarrer et entretenir une relation avec certains étudiants en particulier. Ça va aussi servir à polariser les étudiants à un certain moment dans le cas. Donc, c'est un même comportement, mais qui va avoir différentes finalités selon le moment dans lequel il est mobilisé. Par exemple, un autre exemple, le comportement qu'on voit souvent dans la discussion de cas, c'est qu'on va voir le professeur reformuler ou synthétiser. Donc, la reformulation peut viser, par exemple, à faire évoluer la discussion dans une direction souhaitée par la personne enseignante. Ça va servir aussi à certains moments à valoriser une contribution en particulier qui est particulièrement intéressante dans l'évolution de la discussion. Ça va servir aussi parfois à abréger une contribution étudiante qui commence à être un petit peu longue. Donc, toutes ces finalités-là sont souvent des aspects cachés, mais un même comportement va en viser plusieurs simultanément. Un autre grand résultat, c'est que les personnes vont poursuivre plusieurs finalités simultanément. Donc, autrement dit, pendant qu'un professeur est en train de mener sa discussion de cas, il est en train de penser à ses évaluations de cours, surtout quand il est en probation. Donc, il est en train de penser que oui, il est en train de faire évoluer la discussion dans une direction. La pause est dans 10 minutes et cette étudiante-là, je pense qu'elle a un petit quelque chose contre moi, donc je dois aller la récupérer dans la discussion pour que le climat redevienne serein. Donc, les personnes enseignantes, de façon cachée, sont en train de poursuivre plusieurs finalités simultanément. Ce qui complexifie encore les choses, c'est que ces finalités-là, bien qu'elles soient poursuivies simultanément, à un moment donné, elles peuvent devenir incompatibles. Donc, autrement dit, par exemple, je laisse parler un étudiant ou une étudiante que je veux récupérer dans la discussion ou avec qui le climat commence à se détériorer, mais à un moment donné, je vois que les autres étudiants sont en train de se lasser, puis là, je vais me retrouver devant un dilemme où je vais devoir choisir entre laisser la personne terminer sa contribution ou l'abréger au profit du reste du groupe. Donc, voilà. Donc, ces finalités-là deviennent incompatibles et mettent les personnes enseignantes devant les dilemmes. La nature d'un dilemme, c'est que c'est inconfortable. Donc, un dilemme, les deux choix de comportement sont insatisfaisants. Il n'y en a pas un qui nous satisfait complètement. Alors, lorsque les personnes arrivent devant un dilemme, elles vont choisir la finalité qui leur semble être la plus importante et c'est ça qui va servir à trancher dans la situation. Et tout ça se joue en une fraction de seconde. Donc, c'est sûr que quand on est en train de mener une discussion de cas, on poursuit nos finalités simultanément. On a un dilemme, il faut le trancher. On n'a pas le temps d'aller délibérer chez soi le soir puis se dire, bon, attends un petit peu, demain, je vais trancher mon dilemme, quelles sont les meilleures options? Il faut le faire in situ. C'est ce qui explique notamment le grand défi de la discussion de cas. Donc, quelques leçons à tirer de cette recherche-là, c'est que peu importe les sciences appliquées dans lesquelles on va utiliser des méthodes actives, on va rencontrer ce type de situation-là. Des situations au cours desquelles on n'a pas tout le contrôle de la situation. Donc, il y a des imprévus qui vont se pointer dans le portrait, des imprévus qui vont mettre en péril des finalités simultanées qu'on poursuit. Donc, des finalités poursuivies simultanément qui vont entrer en conflit, qui vont nous demander de prendre une décision in situ et de trancher en choisissant un compromis qui n'est pas complètement confortable. Ce que ça nous indique, c'est que ce compromis-là, on peut le peaufiner au fil du temps. Donc, au terme d'une séance de classe, si on se rend compte que le compromis qu'on a choisi, c'était vraiment pas le meilleur, puis qui nous a mis dans une position qui était encore pire que celle qui précédait avant qu'on se mette à trancher, va nous amener à nous repositionner, puis à reconsidérer le compromis pour en essayer un autre la fois suivante. Éventuellement, on se constitue
un répertoire de compromis qui sont pas si mal finalement, puis qui nous, qui vont nous convenir davantage, puis qui vont constituer notre bagage de pratique. Donc, on n'a pas le choix de se mettre au défi. On n'a pas le choix de tester des compromis, puis de parfaire notre catalogue, de compromis au fil du temps. Alors il faut se lancer, puis peaufiner.